Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et oui, comme vous le savez, j'ai lu mes 4 livres et je vais de ce pas vous présenter mon ressenti. Alors, dans un premier temps, j'ai lu Bernard Werber, Le temps des chimères, aux éditions Albin Michel. Alors, nous sommes dans de la science-fiction. Nous sommes avec Alice Kammerer, qui est une jeune scientifique qui est très brillante. Voilà. Elle a dans l'idée de créer trois espèces de trois chimères. On va les appeler comme ça. Trois espèces différentes, donc qui font partie de trois éléments. Donc on a l'air, on a l'eau, on a la terre. Voilà, on a ces trois espèces-là. Donc elle voudrait créer trois espèces au cas où il y aurait l'extinction de l'humanité. Voilà, si jamais il se passe une catastrophe. Elle voudrait créer ces trois espèces-là pour que ces trois espèces-là puissent, perpétrer peut-être l'espèce, une certaine sorte d'espèce humaine. Voilà, si jamais il y a une catastrophe, comme on sait jamais s'il y avait un tsunami, un tremblement de terre, enfin, je sais pas, une grosse tornade, et puis que ça ravageait toute l'espèce humaine. Voilà, en gros. Donc elle essaye de créer cette espèce-là, elle y arrive. Malheureusement, un journaliste va rentrer illégalement dans son labo qui se situe au musée d'histoire naturelle à Paris. Donc, et en fait, il va tout simplement en parler sur Internet, et bien sûr, ça va faire boule de neige. Donc, les gens vont vouloir savoir la vérité. Donc, elle va devoir faire une interview où là, elle va expliquer son expérience, ce qu'elle voudrait créer. Malheureusement, ça ne va pas totalement plaire aux gens. Elle ne va pas avoir l'amitié de toutes les personnes présentes. Donc, un ministre qui fait partie du ministre je sais pas, un drôle de ministre, il va tout simplement vouloir la protéger parce que il était pour ce projet, mais il ne savait pas du tout que les personnes allaient aussi mal réagir. Donc, du coup, il va la protéger en la faisant entre guillemets disparaître. Voilà, et en fait, en la faisant disparaître, donc Alice va assister quelques années après à la Troisième Guerre mondiale. Voilà, il y a une Troisième Guerre mondiale qui va arriver sur Terre, qui va décimer la plupart des humains. Et, et quand elle va vouloir revenir donc à Paris, elle va se rendre compte qu'il y a encore de la vie là à Paris. Elle va faire la connaissance de personnes qui ont réussi à se protéger de cette Troisième Guerre mondiale. Et ils ont fait une sorte de communauté un peu utopique. Voilà, très étrange. Et elle va arriver avec ces trois créatures qu'elle a réussi à sauver, qu'elle a réussi à créer, qu'elle va réussir à développer dans cette espèce de bunker créé par cette communauté. Et elle va devoir faire accepter donc son expérience à ces personnes, à ces personnes-là. Et nous, on va suivre ça, on va suivre cette expérience-là. Voilà, parce que ces trois créatures ces trois espèces vont grandir, elles vont évoluer, donc elle va leur apprendre à écrire, à lire, elle va leur expliquer donc l'histoire, la géographie, plein de choses pour qu'elles puissent avoir une intelligence et essayer de se débrouiller par eux-mêmes par la suite. Et voilà, et donc il va se passer plein de choses par rapport à ces trois espèces-là. Et, euh, et voilà, et donc on va suivre un peu tout ça, toute cette expérience-là, ces trois créatures qu'Alice a créées. On va les suivre, on va les voir évoluer, voilà. Alors,
Après, vous verrez si ça va bien se passer ou pas. Comment est-ce que ces personnes qui ont survécu à la Troisième Guerre mondiale vont... est-ce qu'elles vont accepter ces trois espèces-là différentes d'elles? Est-ce qu'elles vont être, ne pas être acceptées? Comment est-ce que tout ça va se passer? On va suivre toute cette évolution-là. Je dois dire que c'est un livre qui m'a pas mal plu, dans le sens où c'était de la science-fiction et je n'ai pas l'habitude de lire de la science-fiction, mais je trouve que c'était une bonne idée à Bernard Werber de prendre cette idée-là et de voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer si jamais, bien évidemment, il y a une catastrophe planétaire, une troisième guerre mondiale, qui pourrait arriver sur Terre et décimer la moitié de l'espèce humaine. Donc comment est-ce que ou une seule scientifique peut essayer de recréer la vie à partir de trois éléments. Voilà, de trois seuls éléments. Donc l'eau, la terre et l'air. Voilà. Donc après, il y aura le quatrième élément, mais ça, on le voit presque à la fin du livre. Voilà, donc oui, j'ai bien aimé cette histoire. Alors, il y a quand même des petites longueurs, hein. Au bout d'un moment, c'est pas que c'est répétitif, mais on voit tout, on voit l'évolution de toute cette histoire et comment dire, l'histoire se passe de 5 ans en 5 ans, d'accord? Donc on voit toute l'évolution, donc on voit Alice vieillir, on voit ces créatures grandir, évoluer, on voit comment elles sont ou ne sont pas acceptées par cette communauté. Après, ça sera à vous de le découvrir. Donc voilà, mais au bout d'un moment quand même, c'est un petit peu... c'est quand même une vision assez... à un moment donné, c'est un petit peu étrange quand même, la vision qu'il a Bernard Werber de ça. Et d'un autre côté, on se dit que peut-être ça pourrait éventuellement arriver. Après, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Je n'espère pas, au moins que je ne serai plus là pour voir ça. Parce que c'est vraiment aller très très loin dans la recherche scientifique. Et je me dis que d'un côté ça pourrait arriver et d'un autre côté je me dis j'espère que ça n'arrivera jamais parce que comment dire, c'est assez étrange de voir cette évolution là et de voir comment ça peut se passer dans ce futur là. Voilà. Donc si vous avez envie de lire ce Bernard Werber, s'il vous tente, je pourrais vous le conseiller parce que franchement c'est quand même de la bonne science-fiction. Moi qui n'ai pas l'habitude d'en lire, là j'ai voulu me lancer là-dedans et j'ai réussi à le lire facilement. Les pages se tournent bien, l'histoire est relativement cohérente. À part à la fin, comme je vous dis, j'ai eu un petit peu du mal vers la fin parce qu'il y avait quelques longueurs quand même. Mais l'histoire en elle-même est très bien faite et l'idée est très très bien trouvée. Voilà. Donc Bernard Werber, Le temps des chimères, aux éditions Albin Michel. Ensuite, donc j'ai décidé de lire le Ken Follett, Les larmes de la lumière, aux éditions Robert Laffont. Donc là, nous sommes dans de l'historique. Nous allons retrouver la saga de Ken Follett de Kingsbridge. Voilà, nous sommes en 1792, donc en pleine révolution. Donc là, on est en Angleterre. Pendant la révolution, il y aura une énorme révolution industrielle. Et en France, il y aura bien évidemment la Révolution française. Voilà. On va évoluer surtout en Angleterre, mais à un moment donné, on va parler aussi de Napoléon Bonaparte et des différentes guerres qu'il a pu faire entre Austerlitz, Waterloo et toutes les guerres qu'il y a eu. Voilà. Donc nous allons être avec plusieurs personnages, bien évidemment. Un premier personnage qui est Sal, qui est une fileuse, voilà, qui habite pas très très loin de Kingsbridge, à Balfour, si je ne me trompe pas. Alors attendez, je regarde. Oui, à Badford. Voilà, à Badford. Elle y vit avec son fils et son mari. Donc son mari
lui est employé par un châtelain. Donc ce châtelain emploie plusieurs ouvriers pour récolter ce qu'il y a dans son champ. Donc quand on commence l'histoire, le mari de Sal récolte les navets. Voilà, c'est la récolte des navets. Malheureusement, il va y avoir un accident qui va faire que le mari de Sal va être en mauvaise posture. Voilà, il va finir par mourir. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un spoil, c'est tout au début de l'histoire, ça se passe directement pendant les premières pages. Donc on sait qu'il va mourir, donc Sal va se retrouver seule avec son enfant. Elle va devoir demander de l'aide au châtelain. Voilà. Il va... Enfin, c'est pas vraiment lui qui va l'aider, mais par rapport à un autre protagoniste, voilà, son fils va être, comment dire, employé par ce châtelain. Il va travailler dans ce grand domaine. Il va être cireur de chaussures. Voilà, et on va suivre la vie de cette femme, mais pas que. On va être aussi avec Amos, qui est un drapier. Donc lui, son père a une entreprise pas de drap, mais il a une entreprise qui, comment dire, qui, qui est du négoce. Donc en fait, comment dire, il va de maison en maison pour demander aux fileurs ou aux fileuses de bien vouloir prendre la laine de mouton et de filer pour faire des draps, en fait, tout simplement. Donc son père, Amos, va mourir prématurément. Il va devoir gérer l'entreprise familiale, ce qui ne va pas être simple parce que son père avait contracté des dettes et il va devoir tout simplement rembourser ses dettes. Donc voilà, l'histoire va aller de fil en aiguille. On va voir comment est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, à remonter la tête de l'eau, à essayer de faire évoluer l'entreprise de son père, ce qui ne va pas être facile pour lui parce qu'il y a une personne qui va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà, alors on a bien évidemment avec Ken Follett le côté gentil et le côté des méchants, hein, comme toujours. Et nous allons être aussi avec une jeune fille, Elsie, qui elle va être... elle va tout simplement vouloir financer une école pour permettre, enfin elle appelle ça l'école du dimanche, c'est pour permettre aux enfants qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, enfin voilà, qui ne savent pas un peu ce que c'est l'histoire, la géographie et tout, elle va leur apprendre un petit peu tout. Elle va créer cette école du dimanche pour justement permettre à ces enfants d'avoir une éducation, voilà, quelques bases, ce qui pourrait leur permettre de peut-être d'évoluer dans la vie, voilà. Et on va être aussi avec Spad, qui lui est un tisserand, qui a une entreprise avec sa sœur. Voilà, donc il habille les bourgeois de la ville de Kingsbridge. Voilà, donc on va évoluer avec tous ces personnages et on va voir comment la révolution industrielle, donc comment toutes ces entreprises vont totalement évoluer et comment tous ces personnages vont vouloir comment dire, faire grandir leur entreprise parce qu'il y en a qui voudraient tout simplement bien évoluer, mais il y en a qui sont réfractaires à cette évolution. Ils voudraient que les gens pauvres restent pauvres et les gens riches restent riches. Voilà, c'est très compliqué à dire. Donc voilà, donc on va suivre tout ça. Il y aura bien évidemment cette fameuse guerre entre la France et l'Angleterre. On va suivre aussi les batailles de Napoléon, comment la France va évoluer. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. On voit tout ça dans cette énorme brique, parce que c'est une brique. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien expliqué. La plume de Ken Follett est toujours aussi belle. Il n'y a rien à dire. Bon, il y a quand même des petites longueurs au niveau des différentes batailles. Voilà, il va nous expliquer comment se passe la bataille de Waterloo. Voilà, comment va décliner Napoléon, comment est-ce qu'il va perdre cette bataille. Alors il nous la raconte avec moult détails. Ces détails sont un petit peu fort lents,
Voilà, alors on va savoir à la minute près comment la bataille se déroule. Ce qui, moi, personnellement, ne m'a pas trop intéressée. Voilà, parce que moi, je ne suis pas fan quand les auteurs nous, nous mettent pas mal de détails au niveau des batailles. Moi, je veux que je ne veux pas qu'il y ait de détails, voilà, trop. Ça sert un peu à rien de nous mettre plein de détails par rapport à ces différentes batailles. Ça rapporte rien à l'histoire, à part de savoir que bah, Napoléon a perdu, que les Anglais ont gagné, mais voilà, il en fallait peu, ils se sont fait aider par les Prusses, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, enfin, moi qui avais déjà vu le film Napoléon, voilà, au cinéma, j'ai vu comment ça s'était déroulé, donc après, bon, bah, les détails, moi, après, voilà, quoi, je m'en fous un peu. Même si ça reste intéressant, hein. Si vous ne connaissez pas comment s'est déroulé, si vous ne savez pas comment s'est déroulée la bataille de Waterloo, voilà, ça pourrait peut-être éventuellement vous intéresser. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu long par rapport à ce moment-là, mais bon. Je l'ai lu, je l'ai fini et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, donc si vous voulez tenter du Ken Follett, n'hésitez pas. Donc là, ici, c'est le... alors, je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, c'est un des derniers de la saga de Kingsbridge, donc Les Larmes de la Lumière, aux éditions Robert Laffont. Ensuite, donc j'ai lu encore une fois un roman historique, Perspective de Laurent Binet aux éditions Grasset. Alors, ce livre, pour moi, ça va être en demi-teinte, parce que Laurent Binet a décidé de nous raconter comment on peut expliquer ça, un roman un peu policier, historique, voilà, épiscolaire. Comment il raconte ça, lui? Moi, je crois que c'est épiscolaire. Qu'on dit. Enfin bref. Donc nous sommes à Florence, nous sommes en 1557. On va être avec un peintre, donc le peintre Pontormo, qui va tout simplement être retrouvé mort. On va penser à un suicide et ce n'est autre que le l'homme à tout faire, donc Vasari, qui est l'homme à tout faire du duc de Florence, donc Cosimo de Médicis, qui va lui demander de bien vouloir, comment dire, vérifier si c'est bien un suicide ou si on l'aurait tué. Vassili va penser tout simplement qu'il a été tué parce que la scène de crime est assez spéciale. Il a reçu un coup sur la tête, voilà, et il a des ciseaux plantés dans le torse. Voilà, ce qui l'aurait tué et en fait la façon dont il est tombé, donc comme il est tombé sur le dos, qu'il ait les comment dire les ciseaux sur le torse, ça ne colle pas avec un suicide. Je ne pense pas que une personne qui tombe sur la tête pense à prendre un ciseau pour se voilà pour se le mettre dans le torse pour dire de bien s'achever. Donc voilà, donc il trouve que cette scène est assez spéciale et il va tout simplement enquêter sur ce meurtre déguisé en suicide. Alors, ce qui est étrange avec cette histoire, c'est que Laurent Binet l'a écrit alors c'est de façon épistolaire, donc ce qui veut dire qu'en fait c'est une correspondance en fait. Euh, Tout le long du livre, en fait, nous avons des lettres qui ont été envoyées à différents protagonistes. Donc là, il y en a une vingtaine, je dirais. Voilà, donc par exemple, entre Cosimo et Vasari, entre la reine Catherine de France et sa nièce Maria de Médicis, entre Cosimo et sa femme, vous voyez, c'est toute une correspondance en fait. L'histoire se passe, comment dire, se fait en correspondance, tout simplement, voilà. Et on suit cette enquête de par cette correspondance, mais pas que, il y a aussi des enjeux politiques, il y a des enjeux, voilà, il y a plein d'enjeux dans cette histoire. Il y a aussi deux bonnes sœurs qui vont être, comment dire, accusées.
Voilà. Et, c'est vraiment, alors c'est une bonne histoire. Moi j'ai bien aimé, j'étais pressée de savoir qui était le coupable, même si j'en avais une vague idée. Mais au bout d'un moment, en fait, le fait que ça soit, que par, lettre interposée, c'est assez, comment dire? Il y a quand même quelques longueurs par rapport à ça, même si on est vraiment pressé, de connaître, alors au bout d'un moment on le sait, hein, qui est le coupable, parce que le coupable, se dénonce tout simplement. Voilà, mais c'est, comment dire? C'est intéressant, mais au bout d'un moment, il y a des longueurs quand même. C'est long parce que, bah, justement, ce n'est qu'une correspondance. Donc ce ne sont que des lettres. Vous voyez, là, ici, je vais vous le faire voir. Ce ne sont absolument que des lettres qui ont été envoyées, qui sont envoyées à différentes personnes. Donc vous voyez là, le numéro, c'est le numéro de la lettre. Et là, ici, on a par exemple sœur Catherine de Ricci à sœur Plotilla Nelly, vous voyez. Et puis on a la date de quand a été envoyée la lettre. Et ce n'est que ça. Le livre n'est fait que comme ça. Alors c'est intéressant au départ. Moi j'avais bien aimé. Et puis comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment c'est long. Voilà. Alors je ne savais plus. Moi personnellement, que j'avais déjà lu du Laurent Binet, mais j'avais déjà lu HHHHH de lui, que j'avais pareil, j'avais trouvé beaucoup de longueur, et j'avais du mal comment dire, à suivre Laurent Binet là où il voulait m'emmener en fait. Il a une bonne plume, mais je dois dire que je suis pas. C'est pas que je suis pas fan, c'est que comme je vous le dis, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Voilà, c'est assez complexe, les histoires qu'il raconte, même si je trouve que c'est une idée assez originale, hein, de faire comme ça, c'est rare. Je pense que ça n'a jamais été, fait. Ça fait penser un peu aux Liaisons dangereuses apparemment, moi je n'ai jamais lu ce livre. Heu, voilà cette histoire, et donc voilà, donc Laurent Binet a voulu, s'essayer à cette pratique-là. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, moi j'ai bien aimé dans l'ensemble parce que, l'histoire se passe à Florence, qu'il y a, les décors. Alors on y retrouve, bien sûr, la famille de Médicis, que moi j'aime beaucoup. On y retrouve Michel-Ange, enfin tous les peintres, tous les peintres, ils sont bien décrits, leur pratique et la façon dont ils, comment dire? Dont ils peignent, est très bien représentée. Et on a plein d'autres choses qui sont, décrites. On n'y parle pas que du meurtre, à proprement parler, comme je vous l'ai dit. Ça parle beaucoup de politique, voilà, et puis de tout ce qui se passe, à Florence, à cette époque-là. Donc voilà. Donc si vous voulez vous essayer, à, cette pratique de l'épistolaire, bah, écoutez, n'hésitez pas. Voilà, hein, si vous n'avez jamais lu de Laurent Binet, si vous voulez essayer un petit livre, parce qu'il n'est pas très très gros, hein, il ne fait que 200 pages, même pas, si, un peu plus de 200 pages, 292 pages. Je trouve que c'est pas beaucoup par rapport voilà, par rapport au reste. Donc voilà, donc Laurent Binet, Perspective aux éditions Grasset. Et ensuite, donc en dernier, je me suis lancée dans le Morgane Audic. Personne ne meurt à oh, Longyearbyen. Désolée, hein, je suis pas du tout suédoise, islandaise, norvégienne. Norvégienne, c'est ça, hein. C'est norvégien, voilà. Je ne suis pas norvégienne, je ne sais pas parler le norvégien. Et alors les noms des villes norvégiennes, laissez tomber, c'est pas pour moi. Mais bon, donc vous voyez le nom de la ville. Voilà, donc c'est aux éditions Albin Michel. Et là, Morgane Audic va nous parler de comment dire, de la faune et de la flore, de tout ce qui se passe en Norvège. Voilà, du réchauffement climatique, et c'est sous couvert d'un meurtre, enfin de deux meurtres plutôt. Vu que nous allons être dans l'archipel du Svalbard, donc dans la ville de Longyearbyen, voilà, qui est au plus au nord du monde. Et on va y retrouver donc le cadavre d'une jeune fille qui a été déchiquetée par un ours blanc, un ours polaire,
pas loin de cette jeune fille, il y a le cadavre d'un cachalot mâle, un énorme cachalot mâle. Et on se demande ce que cette jeune fille faisait là. On va trouver son identité. On va savoir qu'elle était étudiante, qu'elle étudiait dans une université qui étudie surtout donc, tout ce qui est biologie marine, euh, tout ce qui a trait à cette vie de voilà sauvage. Je sais plus comment on dit. Enfin, bref, dans ces régions glacées, avec tout ce qu'il y a avec. On va comprendre qu'elle était à l'université, on va se demander ce qu'elle faisait là. Et en fait, c'est une jeune inspectrice, Lottie, et son collègue Thor, qui vont devoir enquêter donc sur cette affaire. Lottie va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Elle sent que c'est pas normal. Déjà, on ne va pas retrouver le fusil de cette jeune fille, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme donc sur l'archipel de Svalbard, c'est assez hostile qu'il y a beaucoup d'ours polaires. Il y a beaucoup de renards, des neiges, enfin voilà, il y a plein d'espèces qui sont relativement, comment dire, hostiles. Et surtout, enfin, c'est surtout les ours polaires, hein. Donc du coup, elle aurait dû se promener avec un fusil. Voilà, tous les gens se promènent avec un fusil, on ne sait jamais. On ne peut pas connaître la réaction des ours polaires, surtout que comme il y a ce réchauffement climatique, les ours ont du mal à se nourrir, donc ils maigrissent beaucoup. Et en fait, quand ils ont besoin de manger, eh bien, ils pourraient manger tout et n'importe quoi, que ce soit humain ou pas. Donc du coup, les gens sont obligés de se protéger. Et quand ils vont donc comme ça quand ils se promènent sur l'archipel, ils sont obligés d'avoir un fusil avec eux. Le problème, c'est que ce fusil n'a pas été retrouvé sur le corps de cette jeune femme. Du coup, Lottie trouve ça vraiment très étrange et elle va devoir donc enquêter donc, sur ce meurtre. Elle va aller à l'université, elle va interroger son professeur de thèse, elle va interroger donc ses camarades et tout ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'elle a atterri là alors que normalement elle devait aller autre part. Enfin bref, il y a tout un schmilblick qui va arriver dans cette histoire. Et en deuxième temps, donc on va être donc dans une autre région pas très très loin. Il y a on va être sur les îles Lofoten. On va retrouver le cadavre d'une ex-journaliste qui apparemment se serait suicidée. Un de ses anciens collègues sachant qu'elle est décédée, va venir pour voir le cadavre et pour comprendre pourquoi elle se serait suicidée. Lui ne va pas croire à la thèse du suicide et il va tout simplement vouloir enquêter. Et il va se rendre compte que son ancienne collègue, en fait, essayait de trouver des preuves par rapport à des baleiniers, à des pêcheurs qui faisaient de la pêche abusive, qui tuaient des espèces protégées. Et donc elle essayait de les confondre avec leurs actes, tout simplement. Et il pense que c'est à cause de ça qu'elle serait tuée. Lui ne pense absolument pas au suicide. Voilà, donc il va enquêter sur cette affaire-là, pardon. Et en fait, les deux enquêtes, par un concours de circonstances, vont finir par se rejoindre, tout simplement. Voilà, les pièces du puzzle vont s'assembler. Et en fait, le journaliste, pardon, va se rendre compte que l'ex-journaliste, donc son ami, avait un lien avec une jeune étudiante. Et cette jeune étudiante n'est autre que l'étudiante qu'on a retrouvée morte près du cadavre de ce cachalot. Voilà. Mais il y a tout un truc par rapport à cette affaire, à ces deux affaires. Moi j'ai été vraiment surprise par la fin de ce livre. Je ne m'attendais absolument pas du tout à ça. Surtout ce thème-là choisi, je ne m'en souvenais plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Morgane Audic a pris un fait réel
et qu'il en a fait, enfin qu'il l'a un peu romancé par rapport à ces deux meurtres. Et j'ai été très agréablement surprise parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et surtout à ce final-là, les 4 dernières pages de ce livre. Une fois qu'on arrive à l'épilogue, je trouve que l'épilogue est encore un rebondissement encore mieux que le livre en lui-même. Parce que je ne m'attendais absolument pas à tout ce, à toute cette affaire-là. En fait, c'est une affaire politique, géopolitique, c'est une affaire écologique. Voilà, on parle de tout dans cette histoire, on parle surtout du réchauffement climatique et des animaux qui malheureusement sont obligés, pour certains, de tuer pour survivre. Voilà, et j'ai passé un agréable moment avec cette histoire. Ce livre se lit très très vite. J'ai été vraiment très intéressée, moi, tout ce qui a trait à la nature me passionne. Et là, d'essayer de comprendre cette affaire-là en Norvège, surtout en Norvège, je trouve que c'est une très belle, une très belle, très belle, un très beau pays. Wow, je vais y arriver. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans ces pays-là, tout ce qui a trait au réchauffement climatique, à ces animaux qui sont obligés de se survivre, à ces animaux à cette pêche intensive, à ces pêcheurs qui ne font pas attention quand ils pêchent au niveau des cétacés, tout simplement, de tous ces mammifères marins qui sont obligés de survivre pour notamment se nourrir. Je trouve que c'est très très bien décrit dans ce livre, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime beaucoup Morgan Odick de toute façon parce qu'il utilise toujours comment dire, des faits réels dans son livre De bonnes raisons de mourir. Il nous parlait de Tchernobyl et de la catastrophe voilà, qu'il y a eu par rapport à Tchernobyl. Là, c'est la catastrophe climatique dont il nous parle. Et je trouve qu'il a toujours de très très bons sujets et il nous amène très très bien ces histoires. Moi, j'aime vraiment, voilà, je n'ai lu que 2 livres de lui, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 histoires que j'ai lues de l'auteur. Et je continuerai à lire ces livres parce que j'aime beaucoup les univers où il m'emmène. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire, c'était un peu confus, mais voilà, je vous le conseille grandement. Donc Morgane Odick, Personne ne meurt à Longyearbyen, aux éditions Albin Michel. Voilà, donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les livres que j'ai lus vous donnent envie. Alors pour moi, donc en ce moment, alors j'ai lu, pardon, ma nouvelle palle. Donc un médecin assassin, à nouveau Sherlock Holmes. Donc il y a un médecin assassin et une nuit de terreur que j'ai fini. Ensuite, là, je suis en train de lire Le Donato Carissi, La Maison en Lumière, aux éditions Calman Livinois. Pardon. C'est... alors, je ne sais pas si c'est la fin, mais en tout cas, c'est la suite. De sa saga avec son personnage récurrent de Pietro Gerbert. Voilà. Je me régale, je suis presque à la fin. Je me régale avec ce livre. Je ne sais pas où il va m'emmener, mais j'adore là où il m'emmène. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire Gothicana de qui? C'est Runix, c'est ça? Non, c'est pas Runix. Si, c'est Runix. Je sais pas. Si, Runix. Voilà. De Runix, que je ne connais pas. Aux éditions H. Aux éditions. HarperCollins. Apparemment. HarperCollins, je pense. Voilà. C'est de la romantaisie. Voilà. Et ensuite, j'ai l'intention de lire If We Were Villains de M.L. Rio aux éditions Phibbs.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon bilan lecture vous donne envie. Écoutez, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. J'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de belles lectures et je vous souhaite donc un excellent week-end plein de bonnes lectures. Bye bye!